Bienvenue sur Europe 1, bienvenue sur CNews, c'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. Je vous représente l'équipe qui m'entoure ce vendredi soir. Véronique Jacquier, toujours présente. Nathan Dever, toujours présent. Patrick Martin-Genier, toujours présent. Louis de Ragnel, toujours présent. Noémie Allua, toujours présente. Et Sabrina Berlin-Bouillet, toujours présente. Je fais l'appel, hein. Des fois que. Tout le monde est là, ça me fait plaisir. On va saluer Emmanuel Chambaud, secrétaire général UFAP, UNSA, Justice, qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel Chambaud. Je voulais absolument vous avoir ce soir parce qu'il y a une information importante. 21 suspects ont été présentés ce vendredi à la justice dans le cadre des attaques contre les établissements pénitentiaires en France. Le parquet national antiterroriste s'est donc dessaisi de cette enquête. La piste des narcotrafiquants est donc confirmée. L'ombre de la DZ Mafia plane sur ces actes. On voit tout cela avec Mickaël Dos Santos. On en parle avec nos invités. Et avec vous, Emmanuel Chambaud. L'un des mis en cause pourrait être le créateur du groupe Telegram Défense des prisonniers français. Ce compte de messagerie cryptée, point de départ des attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires, avait diffusé des vidéos et des menaces. L'individu, actuellement incarcéré, doit être jugé pour des faits liés au narcobanditisme. Il serait proche du réseau marseillais des Z-Mafia. Les Z-Mafia, c'est une dénomination en fait, qui recouvre un certain nombre d'organisations criminelles qui partent notamment de certaines zones de non-droit et qui sont spécialisées dans le narcotrafic, avec des filières qui sont très structurées avec l'étranger, notamment le Maroc, l'Amérique du Sud. 3 autres détenus, inscrits dans la grande criminalité, sont également suspectés d'avoir agi comme des donneurs d'ordre. Ils auraient été chargés de désigner des cibles, mais aussi de recruter des exécutants via leur relais à l'extérieur. Il faut bien comprendre comment fonctionnent aujourd'hui ces quartiers, ces zones de non-droit, notamment parfois avec des jeunes mineurs non accompagnés, récemment arrivés, c'est le cas notamment de Nice, qui ont besoin de vivre et des contrats assez modérés. Là, vous parlez de quelques milliers d'euros. Un mouvement violent considéré comme structuré, du moins au départ. Il y a eu une sorte de mimétisme et donc certains groupes également ont décidé d'agir dans la foulée. Depuis le 13 avril dernier, une quinzaine d'actions avaient été menées contre des prisons et des agents pénitentiaires. Et nous sommes bien sur Europe 1, sur CNews avec Emmanuel Chambaud, secrétaire général UFAP, UNSA, Justice. Bonsoir Emmanuel Chambaud. Je le disais, fin du suspense, je dis cela, mais je pense que vous n'en doutiez pas beaucoup. Ce sont bien les narcotrafiquants qui ont attaqué et les prisons et vos collègues. Tout à fait. Depuis le début, de toute façon, on se doutait bien que le crépuscule d'extrême gauche qui revendiquait ces actions était une façade pour camoufler en réalité ceux qui se cachaient derrière et qui ont des intérêts qui sont remis en cause dans le cadre de la nouvelle loi sur le régime de détention sur le quartier de haute sécurité qui va ouvrir au mois de juillet à Vendin-le-Vieil. Ces 21 suspects présentés à des juges d'instruction constituent donc une bonne nouvelle pour vous, je suppose. Mais la méfiance demeure également, je suppose aussi. Écoutez, c'est une première satisfaction parce que des moyens considérables ont été déployés et ces moyens ont permis donc l'interpellation de 30 individus. Vous l'avez dit, 21 ont été déférés ce matin, dont un tiers, malheureusement, mais on n'est pas surpris, était déjà dans nos détentions. Donc c'est un premier début. L'enquête nous dira s'il y a d'autres individus qui sont liés ensemble. Et dans un premier temps, on va pleinement se satisfaire de cette première vague de gens qui sont déférés. Alors, Sabrina Berlin-Bouillet, qui est notre spécialiste police-justice, est avec nous ce soir. Elle nous le disait. Ce ne sont pas les grands bonnets qui ont été arrêtés. Est-ce que, évidemment, c'est de nature à vous inquiéter pour la suite, même si ce soir, vous vous réjouissez de cette bonne nouvelle? Écoutez, d'après la communication qu'a fait le parquet national antiterroriste, ils auraient trouvé celui qui a lancé la première boucle sur Telegram. Donc, ça serait un des commanditaires. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière ? Très certainement. Je pense que c'était peut-être des hommes de paille. Mais en tous les cas, ils ont quand même mené des exactions qui ont valu le mitraillage de façades des prisons et l'incendie volontaire des véhicules des personnels qu'on représente. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du FAP, UNSA, Justice. Sabrina Berlin-Bouillet, je le disais, parmi les mises en cause figure celui qui a
qui a tout lancé, qui était un peu à l'initiative de tout cela. Hein. Bien sûr, c'est celui qui, en tout cas, est susceptible d'être le créateur du compte Telegram, intitulé DDPF, Défense des droits des prisonniers français. Il serait l'un des rédacteurs des textes de revendication et de menaces aussi sur la plateforme. Il s'agit d'un homme actuellement détenu, proche de la DZ Mafia, qui est un cartel marseillais particulièrement violent. Il est d'ailleurs sur le point d'être jugé pour des faits liés au narcobanditisme marseillais. Louis de Ragnel, ça va dans le bon sens. Pas du suspense, je le disais, mais il n'y avait pas beaucoup de suspense. On se doutait quand on voit les actions qui étaient menées. Ça sentait un petit peu la fin du mafia. suspense, ce sera le moment de la condamnation. Oui, mais au moins là, on sait. On regardera de très près. Ensuite, ce qui est intéressant, oui, c'est que maintenant, il y a une concentration des moyens d'enquête et des moyens policiers de manière globale avec la justice et que tous ces gens-là travaillent de bonne intelligence. Et puis, voilà, on voit que l'arsenal législatif est en train d'évoluer avec plus de fermeté et plus de moyens. Donc tout ça est très positif. Mais voilà, si on veut regarder aussi quand même la situation de manière globale et de manière honnête, ça reste une goutte d'eau dans l'océan du trafic de stupéfiants en France. Donc après, maintenant, tout ça est très bien, voilà, mais... c'est vraiment le tout début. C'est le début. Non, mais franchement, d'un chantier qui est gigantesque. Je sais mais pas ça prouve une chose, c'est que ça dérangeait fortement, justement. Alors ça dérange très fortement. Non, mais c'est très bien. Mais moi, je vous dis honnêtement, je ne sais pas si on va gagner ce combat-là. Sabrina. Alors ici, en tout bien cas, dans cette affaire, ce qui est important, c'est que c'est un signal fort qui a été envoyé. 30 interpellations en 3 jours, ça montre bien, d'une part, qu'on veut rassurer ces personnels pénitentiaires qui étaient accablés, inquiets, angoissés et menacés de mort. Et d'autre part, de dire que voilà, l'enquête, elle avance bien et que les autres suspects doivent s'inquiéter. Que ce n'est pas fini. Et ça veut dire aussi une chose, c'est cette volonté d'isoler les principaux narcotrafiquants. Évidemment, ça gêne. Et ça gêne, d'où la réaction qui est quand même une première en France. Ces attaques contre tous ces centres pénitentiaires et justement certains domiciles de certains surveillants, ça veut dire qu'évidemment, on gêne les narcotrafiquants. Nathan Devers. On peut voir cette situation de deux manières. Si on veut voir l'aspect positif, entre guillemets, on va dans le sens de ce que vous avez dit. À savoir que cette idée qu'on s'en prend maintenant, que en tout cas l'État, le gouvernement, veut s'en prendre à ces mafias par la tête, et non pas tellement uniquement en s'attaquant aux petites mains, aux gens, si vous voulez, qui sont remplaçables en 24 heures si on les met en prison, c'est peut-être là un changement de paradigme. Et il est vrai que les têtes de réseau... on parlait par exemple de la DZ Mafia. La DZ Mafia a été impliquée ces dernières années avec l'autre clan de drogue marseillais pendant à peu près 1 an dans une série de règlements de compte et de fusillades qui avait pour origine le fait que le chef de la DZ Mafia s'était retrouvé en boîte de nuit en Thaïlande avec dans la même boîte de nuit que le chef de la mafia concurrente, qui s'était frappé et battu dans cette boîte de nuit, et ça avait enclenché des mois et des mois de terreur, d'insécurité et de règlement de compte à Marseille et ailleurs. Cela signifie que ces mafias décidaient de s'en prendre par leurs chefs, qui sont véritablement l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire en matière de criminalité, de lâcheté, etc. C'est une bonne méthode. L'autre aspect est quand même, et là je rejoins Louis sur ce point, de la prudence, c'est que... Oui, mais on est en désaccord, mais on est d'accord. On est d'accord dans nos désaccords et réciproquement. Et on s'entend très bien et on adore débattre. Tous les deux. Mais quand Louis dit qu'il ne sait pas nous dire si, à ses yeux, cette guerre peut être gagnée, c'est quand même que les mafias de drogue aujourd'hui sont en train, jour après jour, de nous envoyer comme signaux qu'elles n'ont pas peur de l'État. Et qu'elles n'en ont plus rien à faire. Parce que tirer sur des prisons, c'est vraiment le nec plus ultra. Il y a peu de choses qu'on peut faire en matière d'insolence ou de guerre anti-État aussi symboliquement grave dans cette logique d'exhibition d'un sentiment de toute puissance. Véronique, très rapidement. Véronique Jacquier, parce qu'on a une autre histoire à Bagnols-sur-Cèze où vous verrez les narcotrafiquants font peur et vous allez comprendre. Je vais être synthétique, rassurez-vous, cher Thierry. Non, moi je ne peux pas laisser dire que cette partie va être gagnée, que cette bataille est forcément perdue. D'abord, on voit qu'il y a une prise de conscience, que l'État ne veut pas se laisser dévorer,
parce que la perte de souveraineté, c'est trop grave. C'est tout un chacun qui va perdre cette souveraineté. On a tous à y perdre, en fait, dans cette bataille, si elle est perdue par l'État et le gouvernement. Donc, première chose, évidemment, tout ce qui se fait sur le plan sécuritaire et judiciaire me paraît une bonne chose. Deuxièmement, quand même, évidemment, ça va avec la reconquête de certains territoires perdus et qui sont complètement sous la coupe des dealers. Donc, voilà, on a commencé par escalader une certaine face de la montagne, mais maintenant il faut s'attaquer aux autres faces. Ouais, voyez, les territoires, les frontières, me semble-t-il, tout de même si bien entendu elles sont poreuses et qu'on ne peut pas tout gérer et que le défi est immense, la coopération avec les pays étrangers, notamment avec le Maroc, d'où provient en grande partie la drogue, et puis le cheval de bataille aussi, l'immigration, parce que n'oublions pas que toutes les petites mains de ce trafic de drogue, et pas que les petites mains d'ailleurs, proviennent pour beaucoup de l'immigration, et on l'a vu dans bien des affaires, les petites mains, eh bien, ce sont les migrants, ceux qui arrivent et qui sont les nouveaux esclaves de tout ce narcotrafic.